Salam alaikum mes amis et bienvenue dans cette vidéo. On va finir les parties concernant les questions pour un entretien profil Java J2E. On est arrivé à la quatrième partie. Elle concerne la persistance de données. Donc on va découvrir pas mal de concepts. Les concepts comme JDBC, JPA, Hibernate, Spring Data. La première question, c'est quoi JDBC? JDBC, c'est l'acronyme pour Java Database Connectivité. C'est une spécification fournie par Java qui nous permet de développer des applications capables de se connecter à des bases de données relationnelles. Et chaque base de données, elle donne son implémentation sous forme d'un pilote JDBC, un driver. JPA. JPA, c'est une API J2E. C'est l'acronyme de Java Persistence API. C'est une spécification pour le mapping objet relationnel. Le mapping objet relationnel, c'est faire la correspondance entre les classes Java, le modèle objet, et les tables en base de données relationnelle, en mode relationnel. Donc, JPA, il vient pour standardiser différents frameworks comme Hibernate et Eclipse Link. Eclipse Link, c'est une implémentation de référence de JPA parce qu'elle est créée par Oracle. Hibernate, elle est créée par Red Hat. C'est le framework le plus utilisé et le plus répandu dans le monde de persistance de données. Donc, la troisième question, c'est Hibernate. C'est quoi Hibernate? Hibernate, c'est un framework de mapping objet relationnel le plus utilisé dans le monde. C'est une implémentation de JPA. JPA, juste une spécification, c'est-à-dire l'ensemble des classes abstraites, des interfaces et des annotations. C'est le framework qui va donner l'implémentation de ces interfaces et des classes abstraites. Les avantages de l'URM, Object Relational Mapping. Donc l'URM, elle va générer du code d'une manière automatique et surtout les opérations crudes, create, read, update, delete. Donc on gagne en termes de productivité. Un deuxième avantage, c'est le cache. Donc l'URM, elle va essayer de stocker toutes les données de requêtes qui sont fréquentes. Donc pas besoin d'aller vers la base de données pour récupérer ces données-là. Donc on gagne en termes de performance dans l'application. On a aussi le troisième avantage, c'est HQL, Hibernate Query Language, ou bien GPQL, Java Persistence Query Language, c'est le même. C'est un langage de requête orienté objet. Donc, au lieu d'utiliser le nom des tables, on va utiliser le nom des classes, des entités. Au lieu d'utiliser le nom des colonnes des tables de base de données, on va utiliser le nom des attributs. Donc, on a indépendant dans la base de données. Voilà, HQL, c'est une extension de SQL, mais elle est orientée objet. Donc, on a l'avantage de travailler avec les concepts de langage orienté objet, comme héritage, les associations, et ainsi de suite. Donc, au lieu d'utiliser le nom des tables, on va utiliser le nom de classe, comme j'ai déjà dit. Donc, on est indépendant de toutes les bases de données. C'est le couplage faible. Spring Data, c'est un modèle de Spring ou bien une couche d'abstraction sur JPA. Il contient des interfaces et des implémentations génériques qui utilisent JPA. Donc, il facilite la vie du développeur pour implémenter JPA. Donc, on a dit que Spring Data, il contient des interfaces, par exemple l'interface JPA Repository. Il contient des méthodes prédéfinies, implémentées par défaut. Juste, on a besoin de respecter les conventions de nommage. Septième question, quelques annotations de JPA. JPA, il contient plusieurs annotations. J'ai choisi les plus utilisées. @entité pour marquer une classe ou bien une push Java comme entité JPA.
@id pour marquer un attribut comme clé primaire. Donc ces deux annotations, c'est les annotations obligatoires pour qu'un Peugeot devienne une entité GPA. Les autres sont optionnels, ça dépend du contexte. Generate value pour générer la valeur auto-increment de la clé primaire. @table pour nommer notre table dans la base de données. Par défaut, le nom de la table, c'est le nom de la classe. @colonne pour nommer la colonne. Par défaut, le nom de la colonne, c'est le nom de l'attribut. Autre chose, on peut, avec cette annotation, préciser le size d'une colonne, le min, le max, et si elle accepte les valeurs nulles ou non. @inheritance pour mapper l'héritage. C'est un concept orienté objet. On va voir ce concept dans les questions après. Join colonne pour marquer un attribut comme une clé étrangère. @many to many, c'est une association pour associer deux entités. @transient pour ne pas persister un attribut dans la base de données. 8e question, quelques contraintes sur l'entité GPA. Pour qu'une classe Java devienne une entité GPA valide, on va respecter quelques conditions. La première règle, la classe doit avoir un constructeur par défaut, sans paramètre. Parce que GPA en arrière-plan, il essaie de créer les instances de nos classes en utilisant l'instanciation dynamique à base de la méthode newInstance. Notre classe newInstance, elle va la charger dans la mémoire. La classe ne peut pas être finale parce que le RM il utilise des proxys pour faire le lazy loading. Les proxys, ce sont des objets qui sont stockés dans la mémoire pour des raisons de performance. Donc, comme vous savez, une classe finale, on ne peut pas l'hériter. Donc, évitez de mettre vos entités finales avec le modificateur final. La classe doit être annotée avec les annotations entité et ID. J'ai déjà mentionné ça avant. Cycle de vie d'une entité GPA. L'entité GPA, elle passe par plusieurs états. La première, c'est transient, c'est-à-dire quand on va créer une instance d'une entité, elle est dans l'état transient, c'est-à-dire il n'est pas géré par le contexte de persistance et le session, par exemple, le session Hibernate, il n'est pas géré par la session Hibernate et sa correspondance, la correspondance de cette instance, il n'est pas dans la base de données. Persistance. Quand on applique l'une de ces méthodes-là sur un objet transient, il devient persistent. Par exemple, save, persist, save or update, merge. Et quand on récupère un objet à partir de la base de données avec load ou bien get, il devient aussi persistent. Detached. Quand on ferme la session, ou bien on fait clear, ou bien éjecte un objet, il devient détaché. C'est-à-dire il n'est pas géré par le contexte de persistance, ou bien une session Hibernate. Quelle est la différence entre persist, save, merge, update? Les deux premiers, c'est-à-dire persist et save, ce sont des méthodes pour stocker une nouvelle entité, c'est-à-dire une nouvelle instance qui est dans l'état transient de la base de données. Et concernant merge and update, c'est pour enregistrer des modifications sur une instance qui est en état détaché dans la base de données. Quelle est la différence entre load et get? Les deux servent à récupérer un objet à partir de la base de données, mais lorsque cet objet n'est pas disponible ni dans le cache ni dans la base de données, la méthode load elle va lever une exception de type object not found exception et la méthode get elle va renvoyer une valeur nulle. Aussi, il y a une autre différence. La méthode load, elle peut retourner des proxys, c'est-à-dire le lazy loading, des proxys en mémoire, c'est-à-dire il est très rapide, alors que la méthode get, elle va attaquer toujours la base de données pour récupérer un objet. Les différentes stratégies pour faire le mapping d'héritage.
L'héritage, c'est un concept orienté objet le plus utilisé, donc on a besoin de faire le mapping vers le monde relationnel. Avec la notation @inheritance, on va spécifier quelle stratégie on va appliquer pour faire le mapping d'héritage. On a 3 stratégies. On a single table, table pour classe, join table. Pour la première approche, single table, on va créer une seule table pour la hiérarchie, c'est-à-dire on va regrouper toutes les classes, la classe mère et les classes filles, dans une seule table. C'est l'approche la plus utilisée. On va ajouter la notation @discriminator colon dans la classe mère et la notation @discriminator value dans les classes filles. L'avantage de cette approche, c'est-à-dire on va créer une seule table et quand on va récupérer les données, nul besoin d'utiliser les jointures. Mais comme point faible, on a regroupé toutes les colonnes de toutes les classes filles et la classe mère dans une seule table. Donc parfois on trouve des colonnes qui ont la valeur nulle. La deuxième approche, table pour classe, c'est de créer une table pour chaque classe concrète, c'est-à-dire les classes filles, sans créer la table pour la classe mère, qui est une classe abstraite. La troisième approche, c'est join table, c'est-à-dire on va créer une table pour la classe mère, qui est abstraite, et une classe pour chaque table fille. Les relations avec GPA et le fetch par défaut. Les relations, on a 4 types de relations. On a one to many, many to many, many to one to one. Par exemple, one to many, on va l'expliquer. Un objet de la classe A, il est attaché à une collection des objets de la classe B. Et ainsi de suite, c'est la même chose. Concernant le fiche par défaut, les deux annotations, elles acceptent le mode lazy et les autres, elles acceptent le mode eager. C'est quoi lazy et c'est quoi eager? Lazy, elle indique que la relation doit être chargée à la demande. Donc on va charger l'entité sans charger les relations de cette entité. C'est le mode paresseux. Le mode eager, c'est qu'on va indiquer à l'URM que la relation doit être chargée en même temps que l'entité qu'elle apporte. On passe à la 14e question, les niveaux de cache GPA. On a 2 niveaux. On a le niveau L1, niveau L2. L1, il est activé par défaut, donc il ne nécessite pas la configuration. Il réside dans l'objet session, c'est-à-dire il n'est pas partagé à toutes les sessions de l'application. L2, il est connu par cache Hibernate. Ceci n'est pas activé par défaut, donc il nécessite une configuration explicite. Ce niveau-là, il réside dans l'objet Session Factory, donc il est partagé et accessible par toutes les sessions de l'application. Parmi les implémentations, on trouve OH Cache, c'est-à-dire c'est un acronyme de Easy Hibernate Cache. C'est quoi une transaction? Transaction, c'est-à-dire qu'on va traiter un ensemble d'opérations, on vient des requêtes, comme une seule, pour avoir des données cohérentes dans la base de données. Et pour gérer ça, la plateforme J2E, elle a créé une spécification GTA, Java Transaction API, c'est un gestionnaire de transactions. Après, qu'est-ce qu'une session Hibernate? Une session Hibernate, c'est un objet qui nous permet d'établir une connexion entre l'application qui est orientée objet avec une base de données. Session a également des méthodes comme persist, load, get, update et ainsi de suite pour manipuler les données dans la base de données. Qu'est-ce qu'une session factory? Et après la notion de session, on a session factory. C'est un fabricant qui nous permet de créer des instances de l'objet session afin d'établir la connexion à la base de données. La bonne pratique, c'est d'avoir une seule instance de session factory pour une application.
Après, on va voir la différence entre les méthodes Get Current Session et Open Session. Get Current Session, on va récupérer la session qui est dans le contexte de persistance. Cet objet de session est fermé une fois la session factory est fermée. Par contre, Open Session, on va toujours ouvrir une nouvelle session. Et par contre, c'est le développeur qui va la fermer après que toutes les opérations de base de données sont terminées. Et après ça, on a l'Entity Manager. L'Entity Manager, c'est un gestionnaire des entités GPA, c'est-à-dire c'est lui qui va gérer le cycle de vie des instances GPA. Il offre pas mal de méthodes pour gérer les entités. On a vu ça. On a vu quelques-unes. On a par exemple save, persist, merge, load. Ce sont des méthodes de Entity Manager. On crée cet objet Entity Manager à partir de l'Entity Manager Factory qui se base sur l'unité de persistance qui contient toutes les configurations concernant la data source d'une base de données. Pour faire les requêtes GPA, on a vu que l'Entity Manager il nous offre des méthodes pour manipuler les objets, mais aussi on peut avoir des requêtes personnalisées. On a trois types de requêtes personnalisées. Soit on va créer des requêtes natives, c'est-à-dire on va faire appel à Entity Manager Create Native Query et on va donner la requête SQL comme paramètre. Soit on va faire appel à notre langage de requête objet GPQL. Donc on utilise l'objet Entity Manager Create Query et on va donner la requête HQL comme paramètre. Ou bien l'API Criteria, on fait appel à Entity Manager Get Criteria Builder .create query et on va spécifier notre requête à ce niveau-là. La dernière question, c'est quelle est la différence entre GPA et GDO? Ce sont deux spécifications pour manipuler les données au niveau de base de données. La différence, c'est que GPA, Java Persistent API, se focalise uniquement sur les bases de données relationnelles. Alors que GDO, c'est un acronyme de Java Data Object, c'est une spécification G2E plus générale qui décrit l'URM pour toutes les bases de données possibles. Merci et à la prochaine fois. Je veux créer une vidéo sur la programmation réactive en Java G2E. Donc n'oubliez pas de s'abonner et de faire activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À la prochaine fois, Inch'Allah.